Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Keun, t'es là ou pas? Oui, je suis toujours là, mais les mecs, c'était le ils font temps des du blagues. générique. Vous l'entendez Oui, pas, ils mais il y font avait des le blagues. générique qui était en train de passer, les amis. Ils font des blagues. D'habitude, ils parlent, les mecs. Là, ils font des blagues. Ils sont dissipés, c'est terrible. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous, supporters et supportrices des Verts. Venez, on va faire un câlin, on va pendant 1 heure parler ensemble de l'AS Saint-Etienne, de notre club qui va si mal, de notre cœur qui souffre en ce moment. Mais on est ensemble, on va essayer de débriefer un petit peu l'actualité du club. On va parler un petit peu du match de ce week-end, mais pas trop, parce que ça va bien 5 minutes la déprime. On va aussi parler de ce qui est en train de se passer ce soir à l'AS Saint-Etienne, puisque au cas où vous ne seriez pas au courant, il y a actuellement une réunion de crise un petit peu qui est en train d'essayer de définir l'avenir de Claude Puel à la tête du club. Donc on va revenir pas mal sur ça. Et puis ce soir on a un invité très sympathique qui est avec nous. Alors d'abord, qui est-ce que j'ai avec moi ce soir pour l'émission ? On a tout d'abord Joss Randall qui a publié sa chronique aujourd'hui, qu'il a titré « La pitié l'emporte sur la colère ». Et d'ailleurs c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que ces derniers temps, d'habitude quand on est 13, 14e, nos voisins lyonnais, les autres clubs osent nous chambrer. Là j'ai l'impression que les autres clubs n'osent même plus nous chambrer, qu'on n'est même plus dans la moquerie, on est carrément dans la pitié. Bonsoir Joss. Ouais, salut Keun, salut à tous. Bonjour à Loris, notre invité. Et puis, on va essayer de trouver des solutions. Ouais, on va essayer d'en trouver. On sait jamais, hein, si ça se trouve, Roland il est en train d'écouter l'émission et on va lui donner une bonne piste et il va nous écouter, hein, on sait jamais. Hein. Ça on le saura jamais. On est également ce soir en compagnie de Kevin qui est là pour remonter un petit peu ce que vous pensez dans le chat et puis pour interagir pas mal avec nous. Bonsoir Kevin. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour au moins un peu de bonne humeur et de choses positives autour de la Saint-Etienne. Ah bah c'est le rendez-vous maintenant qui est presque plus important que le match en lui-même, hein, j'ai envie de dire. Et puis normalement il y a Eric de Green Prospect qui va nous rejoindre, il a un petit peu de retard mais il nous rejoindra juste après. Et puis du coup ce soir on est avec Loris Neri, que vous connaissez probablement puisqu'il a été formé à l'AS Saint-Etienne. Il a fait ses premiers matchs en pro en 2010-2011. Il est resté 2 saisons, puis après il est parti à Valenciennes où il est resté 6 saisons. Il est désormais à Grenoble en Ligue 2 où on aura peut-être la chance de le croiser la saison prochaine. Bonsoir Loris. Bonsoir, j'espère pas vous croiser l'année prochaine en Ligue 2 en tout cas. Vraiment, ça me ferait mal au cœur. Ce qui serait top, ce qui serait le scénario idéal. Toi, tu montes en Ligue 1 et que nous on descend. Comme ça, tu nous croises pas. Ah ouais, non, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des scénarios. Bon alors, Loris Neri déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Alors ça fait un petit moment maintenant que tu as quitté l'AS Saint-Etienne. Alors pour rappel, j'ai regardé un petit peu avec Kevin avant l'émission l'effectif professionnel de l'AS Saint-Etienne sur la saison 2010-2011. Alors il y avait des noms assez incroyables, donc on avait évidemment Jérémy Janot dans les cages avec Jesse Moulin en gardien numéro 2, mais est-ce que vous vous souvenez de Carlos Bocanegra, de Albin Ebondo, évidemment Blaise Matuidi, Laurent Batles, Dimitri Payet, Pierre-Emerick Aubameyang. Il y avait un bel effectif quand même en 2010-2011, Guy Lavogui aussi, Christophe Landrin. Il y avait du beau monde. Toi justement Loris, de Saint-Etienne, de tes années de formation et de tes premières années en pro, tu retiens quoi en particulier ? Quel est ton souvenir le plus marquant de cette période verte pour toi ? C'est que des bons souvenirs, hein, moi, surtout étant Stéphano, signé pro dans mon club de cœur, là où j'ai passé toute ma formation. C'était vraiment un rêve qui est devenu réalité. Voilà, c'était vraiment l'aboutissement pour moi de signer dans mon club de cœur. Et qui plus est, on a gagné le 100e derby où j'étais sur le banc. C'était mon premier derby en pro. Donc ça reste un super souvenir pour moi. Le fameux 100e derby avec le coup franc de Payet. C'est ça exactement, où on a une chance terrible de pas perdre ce match. C'est vraiment un braquage qu'on fait sur ce match-là. Et ouais, j'étais tout juste pro. Je sais même pas si j'étais pro encore. Si, je crois bien que j'étais pro encore à cette époque. Mais ouais, c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Ok, donc en tant que Stéphanois et formé au club,
J'imagine que du coup, ouais, la Saint-Etienne a encore une grosse place dans ton cœur. Est-ce que tu arrives encore à suivre un petit peu le club et ce qui s'y passe, ou est-ce que tu es 100% concentré sur ton club et que du coup tu regardes pas trop à côté? Non, je regarde beaucoup la Ligue 1, dont Saint-Etienne. C'est vrai que ouais, c'est toujours mon club de cœur. J'essaie de transmettre un petit peu la passion à mes gamins qui sont plus jeunes. Mais non, je regarde toujours. Je suis toujours pris d'affection pour ce club. Et là, du coup, en ce moment, t'es à Grenoble. Comment ça se passe? Donne-nous un peu de tes nouvelles. Est-ce que tu t'y sens bien à Grenoble? J'imagine que tu vas pas me dire l'inverse, évidemment. Mais comment ça se passe? Moi, je t'avoue que je suis moins la Ligue 2. Je vais être très honnête. Est-ce que tu arrives à avoir une place de titulaire? Est-ce que ça se passe bien avec le coach, tout ça? Ouais, bah écoutez, je suis arrivé l'année dernière pendant le Covid, enfin un petit peu au mois d'octobre, je suis arrivé. On a fait une très belle saison l'année dernière où on a joué les barrages contre le 5e qu'on a gagné et contre Toulouse avant de jouer contre la Ligue 1, qu'on a perdu malheureusement, mais on a fait une très belle saison. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, personnellement, c'est bien parce que je joue titulaire. Je suis pratiquement sur tous les matchs. J'ai joué pratiquement tous les matchs. Toujours latéral droit? Toujours latéral droit, et là en ce moment on joue plus sur une défense à 5, Ok. il met un axe droit. Donc mais au niveau personnel, ça se passe plutôt bien. Au niveau collectif, c'est un peu plus compliqué étant donné qu'on a perdu pas mal de joueurs à l'intersaison et qu'on a changé de coach, donc les choses se mettent doucement en place, donc c'est un petit peu plus long, mais bon. Tiens, C'est- simple petite curiosité avant qu'on passe au débrief du match. Mhm. Ce rôle de piston dans une défense à 5, c'est quelque chose que t'aimes bien, ou tu préfères jouer dans une défense à 4 en étant un latéral plus traditionnel? Non, c'est vrai que j'aime me projeter vers l'avant, même si j'ai été formé dans l'axe jusqu'en réserve de pro, donc j'étais défenseur central. Mais c'est vrai que j'ai vite adhéré au projet offensif sur le côté. C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup d'être plus un contre-attaquant qu'un bon défenseur, on va dire. Ok, ok. Bon, ouais, bah écoute, Loris, t'es avec nous de toute façon pendant 1 heure. On va débriefer un petit peu l'actualité du club et on va commencer tout de suite avec le match de ce week-end, la défaite contre Strasbourg 5-1. Ça me fait mal rien que de le prononcer. C'est parti, jingle. Active Synthé Night Club. Le débrief. Alors je vois qu'il y a des questions qui sont adressées à Loris dans le chat, donc on reviendra en fin d'émission, on reprendra un petit temps pour lui poser pas mal de questions. Évidemment, tu te permets de répondre comme tu veux. Pour ce qui est des Bien sûr. illustrations qui vont défiler sur vos écrans, sachez que le photographe de l'AS Saint-Etienne n'a pas publié sur le site de l'AS Saint-Etienne les photos du match contre Strasbourg. Du coup, j'ai pris la liberté de mettre des photos de moments de joie. Voilà, j'ai mis, voilà, là par exemple, c'est photo du score 3-0 de Saint-Étienne contre l'OL, un derby gagné. Il y avait une photo de Pascal Feindouno, parce qu'il est toujours de bonne humeur, vous verrez, il y a du Gradel, il y a du Fabien Lemoine qui sourit, voilà, c'est histoire de lutter un peu contre la dépression. Alors messieurs, on va commencer avec toi, Joss. Est-ce que tu arrives à retenir quelque chose de positif de cette défaite contre Strasbourg, ou pas du tout? Bah, c'est compliqué. On a marqué un but. Bon, non, ça suffit pas. Non, je dirais, à part 20 minutes où on a fait bonne figure avec une domination complètement stérile, du coup, ça sert à rien. Et puis, ouais, dans le marasme ambiant, j'ai aimé de voir Kazri et Boudbouz, qui sont un peu des joueurs de foot, quoi. Voilà. Ouais. Pour le reste, j'ai rien à retenir de ce match. Enfin, rien de positif en tout cas. Après, sur le négatif, j'ai plein de choses à dire, mais sur le positif, pour moi, ça s'arrêtera là. T'as eu l'occasion de le voir, toi, Loris, ce match, ou pas du tout? Je l'ai pas vu en direct, mais vu que je sais que je passais sur l'émission, j'ai regardé quand même un replay. Je me suis fait mal quand même à le regarder en replay, sachant le score. T'as eu la force de regarder le Euh, replay? Moi, je t'avoue que j'ai ouais, pas eu la ouais. force. Et quand même, je me suis dit, bon, je vais quand même faire mes devoirs. On sait jamais si on me pose une interro surprise, ça serait con que je puisse pas te répondre. Donc j'ai regardé un replay, mais ouais, ça a été compliqué. Bah tiens, attends, si tu veux qu'on te teste en interro surprise, qui jouait latéral droit, par exemple? Latéral droit, alors c'est une bonne question. Je sais que ah ben Il est voilà, tu gaulé, vois, il est c'est gaulé, bon. il est gaulé, il a pas regardé. Ouais. Il a pas regardé. Non, si, j'ai regardé en plus. Non, Il mais est vraiment, gaulé.
C'était Mais, Camara, latéralement, qui eh ben, notre capitaine. j'hésitais avec Mais, Camara. mais Ouais, ça. quelqu'un lui a dit à Camara qu'il jouait? Ah Ouais, bah. ça a été plutôt discret, ça. Ouais. Alors là, sur la compo que je vous affiche, on n'a pas mis les notes. D'habitude, on met les notes, mais Un 0 général. Voilà. On n'a pas envie de tirer sur l'ambulance non plus, mais c'est vrai que Camara a fait un match particulièrement compliqué. C'est vrai qu'on se souvient de sa bonne saison l'an passé, notamment de sa très bonne fin de saison. Mais c'est vrai que cette année, j'ai l'impression de répéter ça chaque semaine, mais il a beaucoup de mal à retrouver l'efficacité qui était la sienne l'an passé. Surtout que là, il joue dans un poste sur lequel il n'est pas habitué. Loris, toi, ça t'est déjà arrivé de devoir changer de poste comme ça pour dépanner parce que blessé, parce que pas assez de profondeur de banc, etc. Ouais, oui, ça m'est arrivé de jouer dans les couloirs plus au milieu de terrain. Après, ça change pas vraiment de derrière latéral. En principe, quand on a joué arrière latéral, on peut jouer un peu de partout normalement. Ouais. Et, Ouais, ouais. et tu trouves que c'est pas. Enfin, ça se fait quoi, c'est pas non plus impossible de s'adapter à un nouveau poste. Ah, ça dépend, ça dépend. C'est vrai que si on vient de l'axe et pour venir sur le côté, c'est vrai que c'est difficile. Moi, c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai été formé dans l'axe et les premiers temps, les repères ont été compliqués Ouais, pour moi en étant ouais, formé dans l'axe et décalé à droite, c'est pas pareil, quand même. ok. Tiens, est-ce que Joss, tu pourrais me citer celui que on va pas parler de top, hein, on va pas parler de l'homme du match, on va parler uniquement de ce qui s'est le moins bien placé parce que ça s'est pas bien passé du tout. C'est qui pour toi qui a été le point faible sur ce match? Le point faible. Il y en a tellement. Mokudi qui est à peu près dans tous les sales coups. Camara à peu près dans tous les sales coups aussi. Mais c'est un naufrage qui est assez collectif, Ouais, donc c'est toujours compliqué de sortir un joueur. C'est plus facile d'en sortir un qui a la tête qui dépasse de l'eau, Kazri, Boudbouz, mais pour les autres, enfin pour moi, Hmm. c'est un 2 sur 10 à tout le monde, quoi. ouais, Alors après, effectivement, on a plus vu les grosses fautes de placement de Camara, les relances ratées de Moukoudi. Enfin, on voit tout ça, mais je pense que l'équipe, elle est malade en fait, elle est malade collectivement. Et moi, je veux pas croire que ces mecs-là soient tombés aussi bas individuellement. Je suis persuadé que beaucoup valent mieux que ça quand même. C'est pour ça que j'en parlerai tout à l'heure. Je pense qu'il faut absolument leur coller du 2000 volts au derche pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Pour qu'ils retrouvent ne serait-ce que leur niveau, qui est pas un niveau, on va pas se le raconter, qui est pas un niveau extraordinaire, mais qui normalement, on devrait pouvoir prétendre à rester en Ligue 1 quand même. ouais. Alors, c'est vrai que je m'attendais à ce que tu évoques le cas Youssouf. Évidemment, on va parler de Claude Puel, hein, les amis. Hein. J'imagine que vous êtes là aussi pour savoir un peu ce qui se passe sur Claude Puel. On va en parler, on va très vite venir sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que tu parles de Youssouf. Youssouf, hier, c'est un but contre Ouais, son enfin, camp et une expulsion. pour moi, Youssouf, il a craqué en fait hier. C'est-à-dire que et comme je l'ai écrit dans ma chronique, pour moi, c'est peut-être celui qui symbolise le plus ce qui s'est peut-être passé 15 jours avant dans le derby, c'est-à-dire des mecs qui ont fait ce qu'il fallait sur un match. Il a été très bon dans le derby, et là, il a complètement craqué en 4 minutes. Et ça, pour moi, c'est quand même l'indicateur, au-delà du niveau footballistique, hein, c'est quand même l'indicateur des mecs qui vont pas bien, quoi. Ouais. Tu vas pas bien quand tu craques comme ça. Donc il y a des têtes à soigner, hein, c'est évident. Hein. Il y a des têtes à soigner. Et lui est un bon exemple de tête à soigner, à mon avis. Alors, on a Max de Saint Inside qui nous a rejoint, qui va remplacer Eric de Green Prospect pour ce soir. Bonsoir, Max. Eh bien bonsoir les amis, j'étais tranquille avec une Oh la petite manouche, sangria. On m'a dit il faut faire du remplacement, donc voilà, me voici. Eh ben, le super bienvenue sub. à toi. Eh ben, justement, on va rebondir sur ce que disait Joss, que la prestation de Youssouf était peut-être un épiphénomène dans le derby. Est-ce que pour toi, ce derby qui s'était quand même plutôt bien passé, on va pas se mentir dans l'ensemble, est-ce que pour toi c'était juste un îlot complètement isolé ou est-ce que ça voulait dire quelque chose et que c'est là, c'est présent ou pas du tout? Waouh, cette Bah, question elle était nulle.
Non, mais j'ai envie de te dire que les faits nous font penser que c'était vraiment un épiphénomène comme ça a souvent été le cas lors des derbies. C'est pas la première fois qu'on fait une bonne perf dans un derby et que les matchs d'après, ça suit pas. On a qu'à voir le fameux derby qu'on gagne 1-0 avec Puel. Derrière, c'est une série de défaites. Donc, Ouais. malheureusement, on a eu droit à un épiphénomène et on a eu une bonne douche froide pour nous remettre. Voilà, on a eu tendance, en plus avec la trêve, en 2 semaines, on s'enjaillait un peu sur ce derby, on a pu en profiter. Mais là, on a eu un petit rappel à l'ordre là. On a eu un gros rappel à l'ordre, Un même. gros, ouais. Ouais, un gros rappel à l'ordre même. Une humiliation à l'ordre, là. J'en profite pour saluer Loris aussi, du coup, que j'ai pas pu saluer. Salut, enchanté. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent un petit peu du chat, là, sur ce match? J'imagine pas grand-chose de positif aussi. Il y a quand même un peu de positif. Ah. Enfin, allez, je vais les dire, hein, puisque personne ne les a trop cités. Sam Vert qui nous dit bout de boost, gros point positif, le seul avec Kazri, qui lui est sur la suite de sa fin de saison. Piazza le Breton qui nous dit ça va être dur de trouver du positif dans ce match, hormis bout de boost et Kazri. Après, voilà, au niveau du positif, on va s'arrêter là, donc je vais pas rajouter à la dépression collective, mais voilà, la question qui revient le plus, c'est les joueurs ont-ils lâché Puel? C'est ce que nous dit David du Football Club. Et Max, avant d'arriver, qui nous a sagement dit dans le chat: salut les amis, j'ai regardé les abonnements en Ligue 2, c'est moitié prix. Donc, Yes. Et ben, enfin du positif. Et ben justement, tu parles de Claude Puel, je pense qu'on va pouvoir transiter sur le coup de grisou de notre ami Joss Randall. Juste une information qui nous vient à 21h13 du Progrès. S'il y a bien eu une réunion de crise à l'Etra, Claude Puel sera au moins sur le banc face à Angers. Donc ça, c'est l'information qu'on peut vous donner ce soir. Même s'il y a eu une réunion de crise qui a été organisée et que c'est pas improbable que Claude Puel soit démis de ses fonctions à l'issue du match contre Angers. A priori, il sera là la semaine prochaine. Je lance le jingle du coup de grisou et c'est à toi, Joss. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Nous t'écoutons, Joss Randall. Tu as un coup de grisou à passer sur Claude Puel. Ah ouais, c'est un coup de grisou à passer sur Claude Puel. Alors, on peut saluer notre ami Anthony Verpillon, d'actif, qui est là et qui lui-même avait tweeté exactement la même info. Du coup, mon coup de grisou va rester pertinent parce qu'en fait, je savais pas trop s'il allait débarquer ce soir, Puel. Et en fait, je repose juste la question inaugurale dans ce coup de grisou, c'est Puel stop ou stop. Et moi, j'ai répondu stop, définitivement stop. Pourtant, Sam Vert, qui est ici ce soir, pourra témoigner que je faisais partie de ceux qui y croyaient au début. Ça fait longtemps que j'y crois plus. Mais le débat ce soir, au regard de l'urgence, il n'est pas de savoir quel est son niveau de responsabilité. Beaucoup, pas beaucoup, intégral. La question, c'est que ça marche plus, ça marche pas. Voilà. Et pour moi, chaque jour qui passe est un jour perdu. Il faut que Claude Puel s'en aille. Alors, je n'ai absolument pas la garantie que ça nous sauvera, ni même que ça sera forcément mieux après. Ce que je sais, c'est que s'il reste, ça sera pas mieux. Et je vois pas du tout l'intérêt qu'il y a d'attendre le match d'Angers. Alors, qu'est-ce qui va se passer au match d'Angers? Imaginez qu'on fasse un match moyen correct. Éventuellement qu'on gagne 1-0, ce match. Eh ben, il va rester, Claude Puel. On va pas le virer en lui disant t'as une dernière chance et puis s'il gagne le match, le conserver. Ça n'a pas de sens. Et pour moi, il y aura rien de réglé parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé là en 15 jours. On a cru que ça allait mieux dans le derby et boum, derrière on en prend 5. Donc même si on gagne contre Angers, moi j'ai la conviction que ça se passera pas bien derrière. Et sans être absolument convaincu que le fameux électrochoc puisse résoudre la situation, pour moi, c'est la dernière chance en fait. Je pense qu'on en est là. Alors oui, il n'y a pas de plan B, ok. Oui, ça va coûter un billet. En même temps, son salaire, il est provisionné jusqu'à la fin de l'année, hein, donc ça va coûter d'éventuelles indemnités de rupture et encore, ça va pas aller chercher loin. Mais même s'il n'y a pas un plan B très établi, même s'il faut effectivement mettre Huard, Neder, il faut réveiller quelque chose dans ce groupe-là. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas un groupe pour jouer le top 5, c'est évident. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont très 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 en dessous de ce qu'ils valent. Ils sont malades et je pense qu'en continuant avec un neurasthénique comme Puel qui nous sort encore en conf que c'est quand même dommage parce qu'on avait le match en main, etc. Je vois pas comment les mecs vont arriver à réagir. Pour moi, c'est pas possible. Et il sera très intéressant, je pense, de demander l'avis à Loris, qui est joueur,
savoir si pour un joueur pro, ça peut être perçu comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où, à partir du moment où on n'y croit plus au truc et où ce que nous demande l'entraîneur, on s'aperçoit tous que ça donne rien, est-ce qu'on n'est pas, en tant que joueur, aussi en attente de quelque chose, quoi, d'un coup de pied au cul et de nouvelles têtes et d'un nouveau discours? Voilà. Donc, en conclusion, pour moi, il faut que Puel s'en aille maintenant. Ok, donc maintenant, apparemment ce sera pas ce soir, donc maintenant à la fin, le soir du match contre Angers, quel que soit le résultat, quoi. Oui, oui, quel que soit le résultat, sauf que on se met nous-mêmes, on est en train de se tirer une balle dans le pied parce que s'il y a une victoire contre Angers, ce que je souhaite, hein, ce que je souhaite parce qu'on a urgemment besoin de points, ça va être quoi la décision? Hmm. Bah, elle va Tu être peux pas difficile virer à prendre, Puel, quoi. tu peux pas virer Puel vendredi à 23h si tu as gagné 1-0 contre Angers, c'est pas possible. Est-ce que tu penses que les problèmes seront réglés? Moi, je crois pas. Hmm. Voilà, je crois pas. J'y crois plus. Bah justement, t'ouvrais la discussion vers Loris, effectivement, c'est un truc qui est intéressant à te demander. Toi, ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation comme ça où le club commence un petit peu à battre de l'aile et où le changement d'entraîneur arrive à créer ce fameux électrochoc qui est impensif du football, mais qui fonctionne de temps en temps quand même, de l'extérieur en tout cas on le voit. Ouais, bien sûr, je l'ai connu. Je pense que oui, hein, quand on est joueur, quand on est dans une situation compliquée, qu'il y ait un changement de coach, déjà, ça redistribue les cartes pour tout le monde. Ceux qui jouaient moins se disent, bon, là, j'ai une chance, donc il faut que je me montre aux entraînements, il faut que je fasse des bons entraînements. Ça pousse tout le monde à être meilleur. Alors, peut-être pas sur le long terme, mais les premiers mois, on va dire, ça peut pousser tout le monde dans le bon sens et remettre toutes les têtes à l'endroit en se disant, voilà, je vais avoir ma chance, c'est à moi de la saisir, c'est à moi de faire des bons matchs, et ça peut pousser tout le monde dans le bon sens, à faire des bons résultats et être dans une spirale beaucoup plus positive que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais toi, à ton avis, ils ont vraiment lâché le coach? Parce que moi, c'est une notion, Super je question, vais être ça. très Ah honnête, hein, ouais, c'est ouais. personnel, mais euh, Mhm. j'ai du mal à comprendre que en tant que joueur professionnel, on puisse se dire vraiment, je lâche mon coach et je fais en sorte qu'il se barre en jouant mal. J'ai l'impression que pour avoir joué un petit peu à mon niveau au football, quand tu es sur le terrain, quel que soit le contexte qu'il y a autour, tu te donnes à fond parce que tu es sur le terrain, parce qu'il y a du monde autour, parce qu'il y a du public, parce que machin. Et est-ce que toi, tu as l'impression qu'ils ont lâché Claude Puel, les joueurs? Non, 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 hein, comme tu dis, je connais pas beaucoup de gens qui peuvent faire aller sur le terrain et faire exprès de mal jouer. Moi, j'ai connu pas mal de changements d'entraîneur, pas mal de situations difficiles. On lâche pas un coach, on lâche pas un coach. Mais c'est vrai que ceux qui jouent moins ou pas, quand ils vont rentrer, vont pas forcément être dans les mêmes dispositions que 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 s'il y a un autre coach qui arrive en disant voilà, va falloir que je me montre pour jouer quoi. Donc Ça arrive voilà, après, jamais, il y a... Loris, ça arrive jamais, ça. Alors que ça soit un processus conscient ou inconscient, il n'y a pas un Peut-être, moment quand même ouais, où un groupe, dans son global, tu sens, toi, quand tu es à l'intérieur du groupe, que les mecs le suivent plus, ou que toi-même, tu le suis plus, tu vois. peut-être inconsciemment, mais c'est plus de la lassitude et de la fatigue mentale de toujours voir les mêmes choses ou entendre les mêmes choses. C'est peut-être plus sur cet aspect-là. Mais après, moi, je connais personne et moi, pourtant, j'ai connu des situations difficiles, j'ai connu une descente. Je connais personne qui jouait pour que le coach saute, quoi. Ouais. Et vous Voilà. n'en parliez pas non plus entre vous, il n'y avait pas des discussions entre joueurs en se disant à un moment donné, bon, on a hâte qu'ils partent parce qu'on n'y arrive plus. Si, forcément, forcément, on se dit que voilà, que si le prochain match on gagne pas, on sait que le coach va sauter, mais en contrepartie, on sait aussi que si on prend pas vite des points, ça va être compliqué pour rester en Ligue 1. Donc il y a un petit peu le cul entre deux chaises en se disant oui, ça nous ferait peut-être du bien de voir un autre coach, mais aussi il faut pas trop qu'on perde de temps parce que sinon on pourra plus rattraper le retard, quoi. Bah, c'est ce que disait Jean-Michel Larquet aujourd'hui hein, sur RMC, c'est qu'il disait que les joueurs ne se rendaient peut-être pas compte que le club était en danger réellement Mm. à ce stade-là. J'ai vu que tu avais lancé un sondage, Kevin, dans le chat, ça a donné quoi le résultat? Sans grande surprise, si je suis quand même un peu surpris par le côté le nombre de gens qui voulaient que Puel reste. On est à 76% pour que Puel saute. Donc le stop de Joss Randall semble partagé par la plupart des gens.
On a le Zouave par exemple qui nous argumente, qui nous dit terrible erreur de le relaisser à la tête de l'équipe, c'est reculer pour mieux sauter. El Cato qui nous dit notre niveau est faible mais il faut changer l'entraîneur. Et Piazza le Breton qui nous dit il est incontestable que Puel n'est pas le seul souci mais son avenir semble scellé. Mais qui mettre à la place? Eh ben, magnifique. Franchement, parfait. T'es bon. J'allais faire la transition justement sur si effectivement Claude Puel venait à partir. Donc on rappelle les informations là qu'on a ce soir, c'est qu'il y a eu une réunion de crise qui a été organisée pour décider de son avenir, que a priori il serait en place jusqu'au match contre Angers et que a priori Jean-François Soucas n'était pas présent physiquement, en tout cas peut-être qu'il l'était en visio, mais n'était pas présent à cette réunion, ce qui peut paraître assez étonnant parce qu'il est là la plupart du temps sinon. Max, t'en penses quoi toi de si jamais on part de l'hypothèse que Claude Puel part, ce qui se dégage, les noms qui sont revenus pour l'instant, ce serait d'avoir un intérim Huard à Neder, donc le coach de la réserve avec le coach adjoint, et avec peut-être derrière un Pascal Duprat ou un Guillon qui viendrait récupérer le poste d'entraîneur principal. T'en penses quoi de la suite qu'il y aurait à donner en imaginant un départ de Claude Puel? Je pense que déjà, voilà, c'est pas un secret. Claude Puel, c'est quelqu'un que j'avais en estime, mais un peu comme Joss. Et là, maintenant, aujourd'hui, il faut juste se rendre à l'évidence, c'est que il en va de la survie du club. Il faut un électrochoc. Et le seul électrochoc que tu peux faire aujourd'hui, c'est de dégager Puel. On a eu quand même, après le match de Nice, un effectif qui a quand même clairement montré aux supporters et dit de vive voix aux ultras, notamment aux Magic Fans, qu'il ne comprenait plus Puel, qu'il y avait une vraie cassure. Même si le derby nous a mis de la poudre aux yeux, je pense que ça s'est beaucoup plus vu dans le match de dimanche. Mais ouais, le problème, c'est tu mets qui à sa place. Parce que moi, où je tourne mon regard, j'ai du mal à être optimiste. Guillon, pourquoi pas? Parce que bon, Duprat, ce serait un peu. Duprat, ça fait Voilà, pas rêver, on va pas se mentir. Oui, puis c'est pas un entraîneur que je tiens en estime d'un point de vue personnel, on va dire, pour certaines histoires, mais ça me ferait chier de le voir arriver au club. Mais sinon, même en interne, pourquoi pas? Je pense que Razik, ça fait un moment qu'on attend un peu de le voir, mais est-ce qu'il veut vraiment bon, sachant qu'il n'a pas les diplômes, donc ce serait un peu un prête-nom avec Huard qu'on mettrait, mais le problème c'est qu'ils ont tous aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à aller au feu? Est-ce qu'ils ont les capacités d'aller au feu? Que ce soit Huard, Sablé ou Neder, je Sablé, sais s'il pas. se retrouve à la tête de l'équipe A, à nouveau en situation de crise, tout ça, je l'aime beaucoup, mais il va, il va exploser. Hein. Après, Vol, hein. après, on va être en moderne. Je pense qu'on verra notre Madi Camara, chacun un AirPod, ils pourront communiquer tranquillement sur le terrain, et puis c'est plus pratique pour communiquer avec les joueurs. Donc, Juste Ken, j'aurais juste complété mon coup de Vas-y, réseau vas-y. parce que Max, mon manouche, est venu indirectement à ma rescousse. J'ai finalement oublié un point qui était important, c'est que quand je dis qu'il faut que Puel parte ce soir, c'est un peu un cri de désespoir évidemment, mais c'est aussi parce que je crois que c'est le dernier levier qui nous reste en fait. Il n'y en a pas d'autres. Beaucoup ont pensé qu'un des leviers allait être la fameuse vente mystère avec des mecs qui allaient arriver avec les poches pleines de pognon, qui allaient nous faire un mercato d'hiver à 25 millions. Alors ça, peut-être que ça arrivera, mais moi, je parierais pas tout là-dessus quand même. Donc, une fois qu'on a mis de côté cette option-là, qui reste très très floue, des autres leviers, il y en a pas d'autres. Hein. Je veux dire, à part faire sauter l'entraîneur pour mettre aussi les joueurs face à leurs responsabilités, de cette responsabilité d'avoir été à l'origine de ce départ, il y en a pas d'autres. Pour moi, c'est le seul levier. Voilà. Apparemment, Romain dans le chat nous dit que Sablé aurait déjà refusé la proposition. Chat échaudé, crin l'eau froide. Voilà. ouais, il a peut-être pas envie de remettre les mains dans le cambouis vu ce que ça lui a apporté la dernière fois. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'était le point Claude Puel, mais je pense qu'on n'a pas encore terminé avec son cas. On sait que se séparer de Claude Puel, ça coûtera cher. Parce que ça coûtera son salaire de 220 000 € par mois jusqu'à la fin de son contrat.
On a vu les finances du club qui nous ont permis de recruter quasi personne à part Ignacio Ramirez. Est-ce que vous pensez justement, en parlant de Ignacio Ramirez, que ça peut être lié à Claude Puel, le fait qu'il ne joue pas, et est-ce que vous, du coup, si vous pensez s'il y a un autre coach, est-ce qu'il jouera, ou est-ce que le problème est ailleurs? Problème d'intégration, peut-être, faut le temps qu'il s'assimile. Bon, apparemment, il avait une petite gêne, donc c'est ce qui fait qu'il était pas dans le groupe. Mais moi, Ramirez, il me fait vraiment penser un peu à la gestion qu'on a eue avec Beric, c'est-à-dire que Puel râle parce qu'il a pas de numéro 9, mais quand on lui file des numéros 9, il les laisse sur le banc pendant des plombes. Euh, Puel aime bien les jeunes aussi, hein, donc d'accord. Bon, bah là, pour une fois, on a fait un jeune. Mais même là, pour rebondir aussi, il faut se rappeler aussi de la gestion de certains joueurs avant. La Boudbouz, par exemple, qu'on parle depuis 2 matchs, comme quoi il sort un peu du lot. Et peut-être juste parce qu'il s'est remis un peu la tête à l'endroit, parce que c'est pas évident d'avoir été traité comme il a été traité non plus par Puel. Kazri l'a fait aussi, mais assez tardivement. Donc là encore, c'est qu'on peut aussi se poser des questions sur la gestion de l'effectif par Puel. Parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui ont été enterrés pubactères au niveau du mental. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a aussi un problème purement technique avec Ramirez, enfin entre Puel et Ramirez. Puel aime beaucoup les joueurs qui courent, qui pressent. Je crois pas que ce soit un joueur qui fasse ça. Plutôt un joueur de surface qui participe moins au jeu. Et je pense qu'il n'est pas dans la philosophie des joueurs qu'aime Claude Puel. Alors après, la question, c'est pourquoi on l'a recruté. Est-ce que Puel était au courant? Est-ce que Puel a validé ça? J'en sais rien, je n'ai pas d'informations. Mais pour moi, il y a une espèce de discordance là entre ce que Puel dit des joueurs qu'il aime, du profil des joueurs qu'il aime, et de ce qu'est visiblement Ignacio Ramirez. Donc moi, je suis pas extrêmement surpris qu'il joue pas en fait. Mais c'est terrible, hein, je fais le même constat avec Max, c'est qu'on pleure tous, et Puel a pleuré aussi. Enfin, il a pleuré. Il a dit on peut laisser partir Beric vu qu'on a un cador en la personne de Charlaby. Bon, voilà, parce que lui aussi dit qu'il n'y a pas d'attaquant buteur. Là, il en a un et j'ai l'impression qu'il essaye même pas, quoi. Voilà. Donc, oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un souci. Tiens, en parlant de Charlaby, qui a signé à Guingamp, t'as eu l'occasion de le croiser, Loris, toi, ou pas? Non, on avait déjà joué contre eux avant qu'il arrive à Guingamp. Ouais. Okay. Mais j'ai un ami qui est parti à Guingamp et qui m'a dit que ce serait une très bonne recrue pour Guingamp. En tout cas, pour la Ligue 2, je pense que ça sera pas mal. Et puis pour lui, je pense que c'est bien parce que ça lui permettra aussi de gagner de l'expérience sans forcément avoir autant de pression sur les épaules qu'il en avait en étant le 9 titulaire à Saint-Etienne. Tiens, justement, je reste avec toi, Loris. T'as gardé un petit peu des contacts avec le vestiaire stéphanois? Il y a encore des gens que tu connais ou pas trop? Alors moi, le dernier qui restait, c'était Jesse Moulin. Ouais. Après, j'ai toujours les kinés, les préparateurs physiques. Si j'ai connu Colo aussi, Colo Kediak en sélection, comme Wabi aussi, Wabi Kazri, je l'ai connu aussi en espoir. Donc la dernière fois qu'on a joué un match amical contre eux, on s'est parlé, mais ils m'ont clairement dit que ça allait être compliqué. Eux savaient que ça allait être compliqué de toute façon cette année. Ah, il partait déjà dans un état d'esprit un petit peu défaitiste avant le début de la saison, pendant les matchs de prépa. Ouais, clairement, même les prépas physiques ou les docs ou les kinés qui connaissent le foot, mine de rien, parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu, ils voient que des gamins, les mecs d'expérience qui sont soit à la cave, soit qui partent, donc forcément, ils savaient que ça allait être une saison un peu galère. Après, de là à ce qu'elle soit aussi galère, peut-être pas, mais ils savaient que ça allait être compliqué. Et justement, tu parles du rapport qu'on peut aussi, en tant que joueur, avoir avec le staff technique autre que l'entraîneur. Parce que c'est vrai que là, Claude Puel, en plus, il a quasi les pleins pouvoirs à Saint-Etienne. Mais est-ce que peut-être qu'on pourrait pas envisager qu'il y a un problème de préparateur physique? Est-ce que Thierry Cotte, il faudrait pas qu'il passe la main? Est-ce que c'est pas sur le staff élargi qu'il y a un problème plus que sur l'entraîneur principal? Parce que si Claude Puel vient à partir, j'imagine que le staff élargi va rester. On n'a pas les moyens de renouveler toute la structure. Est-ce que ça peut arriver que au final le fusible entraîneur principal ne suffise pas et que c'est toute l'organisation sportive du club à revoir? Peut-être, mais après moi, en ayant parlé avec les joueurs,
Ils se sont pas plaints une seule fois des prépas physiques ou des kinés ou de quoi que ce soit. Bon, Moi, c'est bon j'ai à savoir, connu déjà. Thierry Cotte et celui qui est aussi Sébastien Sannier qui reprend un petit peu la relève de Thierry. J'ai connu les deux et je sais que voilà, c'est des grands professionnels et qui sont très compétents dans leur domaine. Donc, je pense pas que ça vienne d'ici en tout cas. Et ben voilà, on en aura trouvé du positif dans l'émission de ce soir, les amis. Merci beaucoup. Il fallait demander. Bon, on va faire un petit tour. On va commencer par toi, Joss. Tu vas me dire quel est ton coach rêvé, évidemment, d'un point de vue réaliste, qui viendrait s'asseoir sur le banc de Saint-Etienne. Si on part du principe que Claude Puel part, de manière à peu près réaliste, qui tu aimerais voir s'asseoir sur le banc? Qu'est-ce que t'appelles réaliste? Bah, pas Là, qui est Zidane, quoi. disponible, qui est disponible maintenant ou dans l'absolu? Qui est dans l'absolu, plus. Ah, dans l'absolu, il y en a plusieurs. En tout cas, ça serait un coach de la nouvelle génération, enfin des gens qui ont un peu de philosophie de jeu, comme Franquès, comme Batles, Dalloglio peut-être. Voilà, ce serait un de ces trois-là. Et je parle dans les moyens qui sont les nôtres, évidemment. Sinon, après, il y a des profils comme Peter Bosz, comme Nagelsmann, que j'aime bien, comme Zidane, que j'aime bien, mais on a Mais dit qu'on voilà, était donc là, on est réaliste. dans le Donc, pas réaliste. voilà. Ok, toi, Mais Max, moi, j'aimerais bien, juste pour finir, j'aimerais bien que, au-delà d'un nouveau nom, ça soit aussi un peu une nouvelle façon de voir le foot, quoi. Ouais. Qu'on ait un peu de plaisir, quitte à ce qu'on joue pas plus le top 5 pour autant, mais qu'on ait un peu de plaisir, quoi. Voilà, qu'on ait un peu de plaisir. Ok. Max? Moi, il y a un entraîneur que j'ai en très haute estime, même si je sais que c'est pas le genre de la maison d'aller chercher des entraîneurs étrangers, mais que j'ai adoré ce qu'il a réalisé au Betis, c'est Quique Sétienne, qui est disponible, et je pense que ne serait-ce que pour la moitié du salaire actuel de Puel, tu le fais signer. Il a un profil Donc, intéressant en le sens où c'est un entraîneur qui aime le beau jeu, qui aime les défis, qui a fait très belles choses, notamment avec Lugo aussi, pour ceux qui suivent un peu le championnat espagnol. Donc un entraîneur au profil très intéressant, qui sait arriver en pleine crise, hein, quand il arrive, il me semble. Alors c'était soit Lugo, soit Logroñés, où est-ce qu'il arrive en pleine crise et qui remet le club d'aplomb en quelques mois. Et surtout, c'est un entraîneur qui a une vision à long terme. Donc c'est un des entraîneurs qui peut rester éventuellement après le rachat. Et sinon, évidemment, tu as des noms. Bah, on sait que Laurent Blanc est en difficulté, mais je pense que Laurent Blanc, le salaire de Puel, c'est encore trop faible Ouais. pour lui. Donc, et mais Manouche, une remarque. En plus, Kike 7e, c'est mieux que Claude 20e. C'est ce que Et j'allais oui, dire. J'aimerais bien à la fin de la saison pouvoir regarder le club et lui faire c'est qui est septième? C'est qui est c'est ça. septième? Et oui, voilà, ne serait-ce que pour ça, ce serait pas mal, tu vois. On aimerait, on aimerait. Je vous coupe, messieurs, il y a apparemment une petite rumeur qu'on m'envoie là un instant. Le Suisse René Weiler, vainqueur de la Ligue des Champions Zone Afrique, serait sur la shortlist du board de Saint-Etienne. Voilà. J'avoue que je ne le connais pas. Quelqu'un le connaît? Apparemment, non, personne. Personne? Ok. Bon, et ben passons à la suite alors. Toi, Loris, en tant que spectateur de football, en plus d'être footballeur, tu as un nom qui te vient en tête qui tu penses serait adapté à la situation actuelle du club? Moi, j'aurais pensé à des coachs qui ont une propre identité de jeu. C'est vrai que vous avez cité Batles. Il a fait du très bon boulot à Troyes. Il a vraiment un projet de jeu et un style de jeu bien à lui. Ou comme Pascal Gassien aussi, qui est un très très bon coach et qui ont vraiment des identités fortes dans le jeu, qui pourraient être intéressants à Saint-Etienne. Et puis après, voilà, il y a Jérémy Clément qui a pas d'expérience, mais qui sera, je pense, dans le futur un très bon coach aussi. Ah, Jérémy Clément, il est en train de passer ses diplômes? Ouais, c'est diplôme, ouais, c'est ça. Ouais. Il est avec Bourgoin-Jallieu, il me semble. Ok. Il fait du très bon boulot. C'était déjà en tant que joueur, il avait déjà de très bonnes idées de jeu et je pense que dans l'avenir, ce sera un très bon coach. Et toi, Kevin, alors je vais te demander à la fois ton avis et s'il y a des noms qui ressortent un petit peu dans le chat. Non, il n'y a pas de. Après, qu'est-ce que tu disais? C'est entre notre idéal et le réaliste, il y a, il y Ouais, a, il y a un il y a gap. beaucoup. Il y a beaucoup. Parce que l'idéal, on peut tous rêver de. J'ai vu des noms plus fantasques que les uns que les autres sur les jeux entraîneurs qui étaient libres, hein. J'ai vu du Zidane, j'ai vu du Wenger, j'ai vu du Favre, j'ai vu beaucoup de choses, hein. Favre, ça reste réaliste, hein. Wenger, Ça il reste commence à réaliste, être ça? vieux, hein. Favre, aujourd'hui, c'est réaliste, hein. Il a besoin de rebondir après 2 échecs.
Voilà, j'ai vu du Thierry Henry, enfin j'ai vu plein de choses. Favre, c'est très bien. Mais dans les faits, on sait très bien que est-ce qu'on va vraiment pouvoir aller chercher un entraîneur qui a fait ses preuves, qui va donc prendre un bon billet, etc. Surtout Qui, qu'il peut faire le pompier. et qui va vouloir faire le pompier, et surtout qui accepte de signer en gardant en tête que dans 6 mois, 1 an, on va changer de propriétaire et que potentiellement, si le propriétaire n'est pas d'accord avec sa place, il saute, quoi. Ouais. Bah, en soi, le nom qui serait peut-être le plus adapté à la situation dans laquelle est le club, c'est Comboiré. Sauf que Comboiré, il est à Nantes, quoi. Mais putain, si on pouvait débaucher Comboiré et qu'il nous fasse un petit sauvetage sur la ligne comme il a fait pour Nantes la saison dernière, ce serait quand Non, même mais assez incroyable. Hein. histoire de s'achever, t'as Raymond Domenech qui est disponible. Si tu veux. Après, On va pas Camboré, on prendre- en Putain, rigolait, vraiment, mais Domenech, c'est le plus lyonnais de tous les entraîneurs. Ce serait horrible. non, puis non, mais pas de. Mais par exemple, Camboré, on en rigolait il y a quelques mois, mais on commence à avoir un Camboré qui repropose un peu de jeu avec Nantes. Hein. C'est Mais intéressant, grave, doucement. totalement. Ok, je Dieu croyais sait qu'il que y c'est avait pas une suite à facile. cette Dieu sait que phrase. c'est pas facile de proposer du jeu avec Nantes. Ouais, non, mais de toute façon, est-ce que nous, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on a le même coach, une équipe qui a pas trop bougé, et puis est-ce que tu vois, ne serait-ce qu'une once de jeu ou une once de tactique, un début de quelque chose, tu vois rien. Donc, de toute façon, est-ce que tu peux avoir pire aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc, Bah, on Bah voit si, des choses, si mais Domenech. on voit des choses différentes à tous les matchs, quoi. Il y a ce problème aussi que la stratégie, elle change en permanence et c'est un peu dur d'y voir clair dans le plan de jeu de Claude Puel. Je vous propose, les amis, que bon, on va pas refermer intégralement cette parenthèse Claude Puel, hein, parce que je pense qu'on va continuer d'en parler, mais on va passer à la partie suivante où on va parler du prochain match. Le prochain match, c'est contre Angers, et ce prochain match, eh ben, est-ce qu'il y aura Claude Puel sur le banc? A priori, oui, mais c'est pas sûr. Jingle. Active Synthé Night Club. Match. Et pour terminer avec les entraîneurs potentiels, j'ai vu le nom de Vincent Ognon revenir dans le chat. C'est vrai qu'il avait fait un intérim pendant qu'Antonetti était pas là à Metz, et ça s'était quand même pas si mal passé. Vous en pensez quoi de Vincent Ognon? Et puis moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé en plus à Saint-Etienne. Quelqu'un a un avis sur Vincent Ognon? Quelqu'un est c'est là? à voir. C'est à voir. À voir, Vincent Ognon. Le problème, c'est que est-ce qu'il peut jouer le pompier de service, en fait? C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Mais si je dis pas de bêtises, enfin à Nancy, ça a été compliqué lorsqu'il a tenté à Nancy. Et puis Metz, il était très bien secondé par Antonetti. Donc pourquoi pas? Moi, En j'ai vrai, un avis, pourquoi mais pas? je suis pas sûr qu'il soit très sportif. C'est que je me dis que ça fait 2 ans qu'on pleure avec Puel. Alors maintenant, avoir un oignon, ça va quoi. Avec sablé, pour faire des sablés aux oignons. Ça fait un Ouais, dessert qui les pique. gars, On en est là, on en est là, on en on est fait là, une émission messieurs, on en est là. footballistique, hein, on n'est pas Ouais, sur Rire et oui. Chansons, donc s'il vous plaît. Bah, notre équipe, elle fait un peu rire et chanson en ce moment. Hein. C'est un Plus peu rire con. que chanson. C'est ça. Alors, le match contre Angers la semaine prochaine, est-ce qu'on peut, selon vous, espérer une amélioration si effectivement Claude Puel reste sur le banc? Toi, Loris, est-ce que tu envisages qu'il puisse y avoir une réaction, ou est-ce qu'au contraire on reste dans ce marasme-là, malheureusement? Après, moi, je rejoins un peu l'opinion de tout le monde de laisser Puel sur le banc pour ce match-là. Je comprends pas trop l'intérêt. Après, il peut y avoir une prise de conscience des joueurs, peut-être sur ce match-là, mais à long terme, c'est avec Puel. Je pense que voilà, c'est fini. Il y a une cassure, ça reviendra pas. Donc, je vois pas trop l'intérêt de laisser Puel pour Angers, même s'il peut y avoir quand même une réaction des joueurs parce qu'ils se disent que c'est urgent. Mais à long terme, je vois pas l'intérêt de garder Puel. Bah, le truc, c'est que, ouais, comme le disait Joss tout à l'heure, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Parce que si ça se Ouais, passe exactement. moyennement ou à peu près bien contre Angers, ça va reposer la question Ouais, exactement. et ça va pas être- Je vois pas les joueurs continuer avec Puel en tout cas. Ouais. Donc je leur ai viré de suite moi. Ah, voilà quelqu'un qui est d'accord avec moi. T'as dit quoi, Joss? Je dis voilà quelqu'un qui est d'accord avec moi. Ouais, mais il y en a, hein. Il y en Ça a. arrive, hein. Ça Il y a des gens polis. Hein.
Tiens Max, toi t'en penses quoi là? Si on sort un peu de notre déprime et qu'on se dit et qu'on envisage vraiment le match contre Angers, quel compo d'équipe par exemple? Alors attends. Donc, là, on va parler du match contre Angers pour sortir de notre déprime. Donc Angers qui est sur un début de saison plus que convenable, qui a mis une claque à l'Olympique Lyonnais. Euh... Pardon. Je suis désolé, mais enfin, moi, je vois. Alors là, c'est déjà que Strasbourg, qu'on pensait être entre guillemets abordable, on se prend une fessée. Contre Angers, je vois pas quel miracle il va nous falloir. Après, quel compo d'équipe? Pour moi, sur le papier, la compo que tu as avec un retour de Masson, c'est ouais, tu joues en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 parce qu'au milieu de terrain, on est à la rue, donc peut-être qu'avec 3 sans qu'ils se marche dessus. Déjà, tout sauf une défense à 3 et puis le problème, c'est que là, je vois pas par quel miracle, avec Puel en tout cas, sans cet électrochoc, Ouais. je vois pas comment tu peux. Même le match nul, j'arrive pas à y croire aujourd'hui. Donc, je sens qu'on va prendre une sacrée claque contre Angers. Hein. Ok, donc on part sur une défaite pour Max. Toi Joss, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une éclaircie dans la grisaille ou pas? Malheureusement non. Alors, je t'aurais répondu avec un bouleversement, quelque chose qui aurait secoué le club cette semaine, peut-être. Après, clairement, sur les dynamiques du moment et sur l'aspect footballistique, on n'a pas une chance. Hein. Ouais. Il faut dire les choses comme elles sont. Euh, donc, ça va se jouer ailleurs que dans le foot. Ça va se jouer dans l'état d'esprit, une fois encore, dans la capacité que les joueurs auront eu à prendre conscience de la situation. Et moi, je crois n'ayant rien changé au niveau du coach, la conscience sera la même qu'au moment où ils ont attaqué le match contre Strasbourg. Donc, non, je suis pas très rassuré. Voilà. Et tiens d'ailleurs, est-ce que vous avez des news de comment va Etienne Green, qui est sorti sur blessure, on le rappelle, hein, ce week-end contre Strasbourg? Il n'y a pas eu, en tout cas, nous, de notre côté, pour l'instant, non. Il y a eu le protocole commotion. Pas eu de communication pour l'instant de la part du club, donc ça peut être bon signe. Ok. Et dès qu'on en aura, on les communiquera. Et on remercie Tommy qui offre un abonnement à Kevin, qui se fait rincer en live directement. Merci Euh, les pots de vin. Qu'est-ce que ça dit justement dans le chat en termes de pronostics un petit peu pour ce week-end? Oh, bah écoute, les gens sont optimistes. Non, c'est faux. Entièrement faux. On est à 63%, 64% à l'instant même, sur le sondage qui voit une défaite des Verts de 17% pour le nul et 16% pour la victoire. On a Alexis qui nous dit si on perd ce match, ça va péter avec les supporters. J'ai très peur, mais logique. Cat Bruyas qui nous dit des joueurs sans confiance, des tribunes pleines de défiance et un entraîneur sur le départ égale défaite assurée. Et David qui nous dit je vois une débâcle face à Angers. Nous allons être bousculés dans tous les compartiments du jeu. 0-3 pour les Angevins. Et est-ce que justement, là on parle d'électrochoc depuis 30 minutes, est-ce que l'électrochoc il pourrait pas venir des supporters? Je sais que on a des Très bon informations sujet, qui Ken. nous remontent qui disent que vendredi, je crois que c'est vendredi hein, le match, ça pourrait éventuellement mal se passer dans le sens où il pourrait y avoir un envahissement de terrain, il Non. pourrait Non. y avoir ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que l'électrochoc pourrait potentiellement venir des supporters? Non, il n'y aura pas d'envahissement de terrain. Je pense que connaissant nos ultras et la répression qu'ils ont subie, ils prendront pas le risque et Ok. ils communiquent depuis le début de saison, justement, dès le début du match, comme quoi il y aura, c'est hors de question qu'il y ait quiconque qui mette le pied sur la pelouse. Il y aura sûrement beaucoup de défiance vis-à-vis je pense qu'on va se faire une sacrée bronca. Ça, il y aura pas de doute. Il y aura une communication sûrement avec les joueurs après le match, comme ça a été le cas contre Nice. Mais en tout cas, du côté des Magic minimum, je ne vois pas un envahissement de terrain avec ce que ça peut impliquer pour eux, qui ont tellement subi au niveau de la répression, au niveau de tellement de choses que voilà, ils ont beaucoup trop à perdre là-dessus. Donc je pense qu'ils prendront jamais le risque d'aller là-dedans. Max, c'est des infos que tu as, ça, ou c'est ton sentiment? C'est un sentiment et même globalement de ce qu'on ressent dans le COP sur les matchs qui se sont passés, c'est vraiment on sent des ultras qui ont justement peur que ça arrive et qu'ils feront tout pour que ça ne se fasse pas. T'as pas peur que Euh, ça, enfin, le côté ras-le-bol, le truc qui enfle, ça finisse par se traduire quand même par des trucs un peu plus violents? ouais, mais t'as tellement à perdre là-dedans et justement, enfin on a vu des scènes de débordement depuis le début de saison.
Ça, c'est vrai, mais ce ne sont pas des groupes qui sont structurés comme les nôtres. Ce ne sont pas des groupes qui ont subi ce que les Magic notamment ont subi. Euh, et là, justement, on voit la différence qu'on voit, parce que je vois dans le chat, quand on dit les Magic ne ratent pas contre la direction, c'est faux, parce que justement, depuis le début de cette saison, on voit des deux côtés des Ultras que ça commence à monter le ton assez violemment vis-à-vis des présidents, vis-à-vis de l'entraîneur, vis-à-vis de certains joueurs. Euh, à la rigueur, une descente à Etra, je pense, c'est plus probable qu'un Ouais. envoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je ne vois pas. Après, je peux me tromper. Il suffit des fois d'avoir un effet de groupe. Mais voilà, Une descente dans la semaine, tu verrais là, pendant les entraînements là? peut-être, je sais pas. Ça, je saurais pas dire et on me dit rien sur ça. Bah justement, par rapport à la descente des supporters à l'Etra, on se souvient que l'an passé, ça avait été utile. En tout cas, les résultats avaient été meilleurs derrière. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à trois quarts de la saison à peu près, il y a eu les supporters qui sont venus parler aux joueurs pendant un entraînement. Il y a eu des belles photos d'ailleurs avec tous les supporters sur le terrain d'entraînement, avec les joueurs en train de discuter. Et mine de rien, la fin de saison qu'on fait l'an dernier, bah, elle nous sauve, ou ça s'était quand même bien terminé. C'était déjà arrivé, toi, Loris, d'avoir des sortes de rappel à l'ordre un peu des supporters de cette manière? Ouais, oui, il y a déjà eu des descentes de supporters sur les terrains d'entraînement, oui. Après, oui, Tu le vis comment en je tant que pense, joueur? bah, c'est ça, en tout cas, si t'as pas conscience des choses, ça te met la puce à l'oreille, quoi, en tout cas. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas, ça peut faire un électrochoc, ouais. Donc, c'est vrai que moi, j'y pensais, je pensais que ça allait bouger au niveau des supporters, justement, pour mettre, la pression aussi sur les joueurs et pas que sur l'entraîneur, parce que c'est facile de se cacher derrière l'entraîneur, mais aussi de mettre un bon coup de pression aux joueurs. Je pense que ça peut être aussi ça, un élément déclencheur. Loris, tu penses que ça peut marcher aussi sur les nouvelles générations? Parce que je pense que on a beaucoup de jeunes joueurs qui sont d'une Mhm. génération d'après la tienne. Mhm. Moi, j'ai le sentiment que ces messages-là commencent à être dilués. J'ai le sentiment que la notion de participer au résultat d'un club, c'est devenu quelque chose d'un peu diffus. Tu penses que ça va les secouer comme toi, ça a pu te secouer quand tu voyais débouler du monde? Alors, c'est vrai que je te rejoins sur cette nouvelle génération qui est très particulière et pas forcément agréable pour moi, en tout cas. C'est vrai que je suis pas si vieux que ça et je trouve qu'il y a un monde d'écart entre ma génération et les générations d'après. Je me permets de rappeler Euh, ton âge, Loris a 30 ans. ouais, pas de souci. Pas de souci, mais ouais, c'est vrai que, bah, en tout cas, j'espère que ça leur mettra un peu de pression. Après, c'est vrai que oui, cette génération-là pense plutôt à jouer pour partir, voir si l'herbe est meilleure ailleurs que de sauver un club. C'est sûr que c'est pas dans les objectifs de certains jeunes, la fois. Après, faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont à Saint-Étienne, pardon, et que Saint-Étienne, c'est une institution, c'est un club mythique, et que voilà, faut qu'ils se sortent les doigts pour maintenir ce club dans l'élite. Et pour le sujet direction, pourquoi on dit rien sur la direction? Bah, je pense que la direction, ça fait des années, des années, des années qu'on en parle, que finalement c'est souvent les mêmes critiques qui ressortent et que bah, là l'actualité c'est plus parler de l'entraîneur et du sportif. Mais bien sûr que la direction a une grande part, voire la plus grande part de responsabilité dans l'état du club à l'heure actuelle. Très rapidement, messieurs, un petit pronostic chacun sur le match contre Angers. Mouillez-vous, dites un score. Max, tu disais une défaite tout à l'heure. 3-0 Angers, je pense. 3-0 Angers. Joss, 0-2, Angers. 2-0 Angers. Ok. Kevin, 4-1 pour Angers, avec l'ouverture du score stéphanoise, tout le monde qui y croit et la débandade. même dans les pronostics, il est déprimé. Et toi, Ah Loris? ouais, ouais, c'est dingue. Ouais, je vais apporter un petit peu d'optimiste. Je veux dire un partout à l'arrache, dans un match de guerrier où c'est un Allez. peu chaud de tous les côtés. Un partout avec les tripes, comme on dit. Voilà, exactement.
Et je vois qu'il y a surtout des défaites qui sont pronostiquées aussi dans le chat. Il nous reste encore 5 minutes. On va en profiter. Du coup, moi, j'ai quelques petites questions à te poser quand même. On a la chance d'avoir Loris Neri, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient que maintenant, qui est avec nous. La semaine prochaine, on aura à nouveau un autre ancien joueur de l'AS Pas de Saint-Etienne. spoil, hein. Pas de spoil. Voilà, il n'a pas encore été annoncé, mais vous en saurez très vite plus. Et du coup, j'ai quand même quelques petites questions à te poser. C'est quoi pour toi ton meilleur souvenir en vert? Forcément, mon premier match en pro, hein, c'est forcément un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. C'était Et contre qui? puis, on a joué contre Bordeaux. Ok. Ouais, contre Bordeaux. Ouais, ça reste des vrais souvenirs. Et puis, mon premier groupe, alors que j'étais pas encore professionnel, le premier de la saison, quand on avait joué à Paris, il me semble qu'on avait perdu 2-1 ou 3-1 sur un but de Dimitri Payet. J'étais pas pro, on m'avait dit, Galtier m'avait pris dans le groupe, et c'était vraiment, j'en ai pris plein les yeux, quoi. Juste avant que le Qatar rachète Paris. Comment ça se passe, tiens, d'ailleurs? Mais ça- C'est l'entraîneur principal en général qui vient te voir, ou c'est plutôt l'entraîneur des jeunes qui te fait part de la décision du coach de rejoindre le groupe pro? Non, mais c'est vrai que moi, j'avais fait la préparation avec eux. Ouais. Donc, je m'entraînais tout le temps avec eux, et au moment où il a sorti la liste des convoqués, j'avais vu mon nom sur la liste. Donc, au début, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, c'est une blague ou un truc comme ça. Et non, c'était bien réel. Et au final, j'avais passé un très bon moment. Même si on avait perdu, c'était vraiment, voilà, on mettait un pied dans le grand bain, et c'était vraiment super. Ouais, ça doit être une sacrée sensation. Le meilleur Ouais, joueur vraiment. que tu as côtoyé à Saint-Étienne pendant les 2 saisons pro que tu as passé au club? J'aurais dit Blaise et Dimitri. Pour moi, c'était les Blaise deux meilleurs. Matuidi et Dimitri Payet, donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Au-dessus Ouais, d'Obama. Non, il a quand même eu Ouais. Bergesio et Sanogo quand même. C'est vrai. Ouais, c'était quand même des bons joueurs. C'était quand même des bons joueurs. Vergesio, moi je l'aimais bien ce joueur. Ouais, c'est vrai. Il avait la Ouais, grinta. il avait de la grinta. Il ferait pas de mal dans l'effectif actuel, en tout cas. C'est clair, Ça, c'est sûr. c'est clair, c'est clair. Le joueur le plus drôle que t'aies côtoyé? Alors, le joueur le plus drôle, Jesse est très très drôle, Ouais. mais Batley, il était très drôle aussi. En fait, on s'attendait à avoir un ancien plutôt ouais, décalé par rapport à nous, et en fait, c'était un gros gamin. Je me suis régalé avec Batley. Ah, c'est la calvitie qui fait vieux sage, mais en vrai. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça exactement. Mais c'était non, super, j'ai des bons souvenirs avec eux. Alors, de manière plus personnelle et pas forcément liée à Saint-Etienne, même si c'est possible, Mhm. est-ce que à 30 ans là, est-ce que t'as une ambition, un rêve que t'aimerais encore accomplir en tant que footballeur pro? Alors oui, j'en ai au moins deux. J'aimerais jouer à l'étranger, parce que Ouais. j'ai fait toute ma carrière en France, et c'est vrai que j'aimerais avoir une expérience à l'étranger, n'importe où dans n'importe quel pays, parce que j'aimerais découvrir une autre philosophie, une autre façon de voir les choses. Voilà, et puis pourquoi pas un jour revenir à Saint-Etienne pour que la boucle soit bouclée. Ah, ce serait beau comme histoire. Ouais, c'est Est-ce sûr. qu'il y a un coach dans toute ta carrière qui t'a marqué particulièrement? Alors, c'est pas forcément un coach professionnel. Ouais. J'ai eu un coach qui était à Saint-Etienne, Abdel Boisama, qui est parti à Angers, qui s'occupe des moins de 19, je crois, à Angers, qui a été un entraîneur très particulier pour moi, mais pas que pour moi. C'est vrai que ceux qui étaient avec moi dans cette génération 91, on a des gros souvenirs de ce coach-là, qui nous a formés en tant que joueurs, mais aussi en tant que com. Parce qu'à 18 ans, on fait pas forcément des bons choix ou des bonnes choses dans la vie. Et c'est vrai que lui, c'était un très grand coach, même un très grand homme dans pas mal de vies. Et oui, les formateurs qui sont aussi des éducateurs, et il faut pas l'oublier, c'est très important. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire qui est ton idole de foot de jeunesse? Pour moi, ça a toujours été Zidane. Ouais. Ouais, ça a toujours été lui, même encore, hein, même en tant qu'entraîneur, voilà, il a beaucoup de réussite. Donc ouais, ça sera toujours Zidane pour moi. Tiens, entraîneur, c'est un métier que tu envisagerais d'ailleurs après ta carrière ou t'y penses pas encore? Si, je pense à l'après-carrière. Je sais pas si je resterai dans le monde professionnel, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui
qui est très particulier et qui me ressemble pas forcément. C'est pas, je partage pas les mêmes valeurs, même si voilà, voilà, je suis très content d'avoir été professionnel et d'être professionnel, mais c'est vrai que je reviendrai peut-être sur des valeurs un peu plus amateurs, à un échelon inférieur en tout cas. Et dernière question, parce qu'on est sur Twitch, et que Twitch, historiquement, c'est quand même une plateforme de jeux vidéo. Du coup, c'est quoi ton niveau à FIFA? Alors, mon niveau à FIFA, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Depuis que mes gamins sont nés, la PlayStation, ça a été un peu mis de côté. Donc il va falloir que je me remette au goût du jour. Ouais, bah oui, on comprend qu'il y a des priorités quand même. Ouais, forcément, ouais, forcément. Et figurez-vous qu'on peut gagner des matchs avec l'AS Saint-Etienne sur FIFA, et ça vaut le coup. Oui, alors il faut se mettre en niveau amateur, hein, sinon c'est difficile. Oui, bah, c'est ce qui prouve que le jeu n'est pas hyper réaliste, mais quand même. Merci aux subs qui ont été offerts dans le chat. Merci de soutenir le Saint-Étienne Night Club. Les amis, il est 21h59. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci évidemment au chat qui était présent, qui était actif comme à son habitude. Et en parlant de chat actif, on remercie aussi Active Radio qui diffuse le Saint-Étienne Night Club sur sa web radio des Verts. N'hésitez pas à aller écouter, il y a les matchs qui sont commentés en direct également. Un dernier mot avant de se quitter, Joss? Bon, j'étais ravi d'être avec vous. Ça fait du bien de tous se retrouver là, hein, parce que surtout quand on vit un match comme ça en distanciel, pas à Geoffroy Guichard où on n'a pas les potes, ça fait du bien de retrouver du monde. Merci à Laurie, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit. Et puis merci à tout le monde d'être là de plus en plus nombreux, hein, tous les soirs. C'est sympa. C'est un beau rendez-vous. Ça fait Et du je beau vous au souhaite une cœur. bonne soirée à tous. Ouais. Ouais, voilà, ça fait du bien. Eh ben merci Ça fait Joss, juste merci du bien. beaucoup Loris pour ta disponibilité, pour ta sympathie et pour les quelques bribes d'optimisme que tu nous as délivrées. Merci Max, merci Kevin, merci à vous le chat. On est sur Twitch et l'interaction avec vous, même si je lis pas forcément tous vos messages à l'antenne, j'ai les yeux en permanence sur le chat et je regarde de quoi vous débattez. Donc c'est toujours intéressant que vous soyez dans le coin. Des bisous tout le monde et on se quitte avec le générique. Bonne soirée. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée, merci beaucoup.